Introduction au monde légendaire d'Henri Carnoy. Cette conférence a eu lieu dans le cadre de la journée Sortilèges, contes et légendes au château d'Hédouville, dans la Somme. Introduction au monde légendaire d'Henri Carnoy. Cette conférence a eu lieu dans le cadre de la journée Sortilèges, contes et légendes au château d'Hédouville, dans la Somme. Émile-Henri Carnoy, folkloriste, né le 12 mai 1861 à Varlois-Bayon. Enfance au rythme des veillées et des fêtes, dans un village dispensé de droit sur les boissons, riche en estaminets. Sauvegarde du patrimoine oral picard. Henri Carnoy puise ici la tradition orale la mieux préservée et la mieux intégrée à la géographie. À 17 ans, il collabore aux revues Mélusine et Romagna. 22 ans, il écrit la littérature orale de la Picardie, le petit livre rouge qui a longtemps fait référence. 24 ans, contes français et légendes de France. Professeur de lettres à Paris, ensuite, il prend part à la Revue du Nord de la France, aux Enfants du Nord, au Rosati Picard et au Dictionnaire international des folkloristes. Il meurt en 1930. En 2009, son cahier de mots picard est retrouvé, que l'on peut consulter en ligne sur le site de l'Ancron. Les traces d'Henri Carnoy à Varlois-Bayon sont la maison avec une plaque, le cimetière où il est enterré et le buste d'Henri Carnoy. Le voyage d'aujourd'hui se déroule le long de l'Authie, de l'Alu et de l'Ancre, à travers une dizaine de petits lieux sorciers particulièrement remarquables. L'Authie, petit fleuve côtier, était une frontière avec l'Artois. À Thièvres, on ne savait pas ce qu'il y avait dans le No Man's Land. On l'habitait de créatures, de sabbats, à la salle des fées, au bois des fées. Au bois des fées, à la nuit, les sorcières se couvraient d'une graisse qui rendait invisible et décuplait les forces, puis enfourchaient leurs balais en disant « Saute haie, saute buisson, fais-moi aller où ils sont ». Le sabbat consistait, sur le balai, à tourner autour du diable. Un jour, un paysan déroba au sabbat un livre de magie. Ses feuilles étaient blanches. Le curé lui conseilla de rapporter l'objet. Une autre fois, près du bois, un villageois se vit raccompagné par un âne et reçut une volée de coups de sabot. Une mare était battue par les sorcières pour susciter l'orage. Elle servait aussi aux loups-garous. Un paysan, en échange d'un mouton pour le sabbat, s'y roulait le samedi pour en ressortir, transformé en loup. À la salle des fées, 3 fées firent sortir de terre 3 cadeaux. Un palefroid pour les seigneurs au combat, un chêne qui grandit d'un planté de baguettes, une source qui porte le nom de la 3e fée Jaquette. Elle coule toujours. À Authie, dans une clairière, les lumières s'éteignaient à l'approche des étrangers. À Toutencourt, dans les grands fossés, les danses étaient accompagnées de chants étranges et de repas. Les tables étaient servies et desservies par enchantement. Un tilleul creux, protégé d'un petit toit, était appelé Ch'caillé, l'aïeul. À Varennes, la bête canterenne. Franc-Mailly, hameau de Varennes sur une lande battue par les vents, eut un repère de brigands, remplacé par la chapelle Notre-Dame de Clerfay. Au XIIe siècle, Hugues de Candaven, grand assassin, entendit ici la Vierge lui demander de bâtir l'abbaye. À sa mort, il se transforma en l'affreuse bête canterenne, condamné à visiter les lieux qu'il désola en loup hurlant, chargé de chaînes. Par la suite, les moines de l'abbaye rendaient visite aux femmes quand les maris étaient partis. Leurs oubliettes étaient pleines d'innocents. On menaçait les enfants de Jean-Grit Franc-Mailly, qui est là-bas à l'abbaye et vient sur son petit cheval gris. À Mailly-Maillet, le cairn à fées était leur tertre à danser. Au sabbat d'Angle-Belle-Mère, les sorciers envoyaient des loups garder leurs épouses jusqu'à leur retour. Des loups accompagnaient les paysans en hurlant et en faisant des bonds jusqu'aux maisons. Une herminette tournait autour des gens pendant leur marche.
Voici un petit plan qui localise Franc-Mailly, qui se situe au nord-ouest du village de Varennes, et puis Clerfay, tout en haut à gauche du plan, où il reste une ferme où se situait auparavant l'abbaye. La rivière Alus a pour racine Al-Asia, Al rivière et suffixe Asia. Beaucoup de sources saintes furent des Alésias. À Varlois-Bayon est relatée la source de l'Alus sortant de la gorge de Gargantua, sous le regard de Bélène son père, au lieu dit Bayon. Il fait des enjambées géantes, des collines naissent de ses déjections. Un bûcheron, entré dans sa bouche, trouve 7 pèlerins ici depuis 7 ans. Il chatouille le palais du géant, qui tousse et les libère. Un autre géant, Brice-Chêne, vient se mesurer avec Gargantua qui, pour éviter le combat, se couche. Sa femme fait croire que c'est son enfant de 6 mois. Brice-Chêne imagine ce que peut être le père et s'enfuit. Au christianisme, il laisse place au diable. Un jeune homme suivit sa fiancée et la mère de celle-ci, qu'il vit partir sur un bâton au sabbat. Mais il ne put traverser les haies qui l'écorchèrent. Il s'en sortit, car beaucoup d'imprudents étaient transformés par les gobelins en canards. Le village connaît 2 êtres fantastiques, le roulier, qui imite la nuit le bruit des voitures lourdement chargées, et un lutin qui jette des gerbes dans une grange. La crête de Valois-Bayon à Bézieux abritait la forêt de Bélène, Bélène Silva, avec la source Sainte-Pusine. Ses 6 sœurs furent saintes, dont sainte Ménéhould d'Argonne. C'est une paraître du dieu des hauteurs. Un démon veau ou mule au londeau hissa un paysan, franchit un talus et le projeta à 200 mètres. Bavelincourt, la pierre d'Obliquant ou pierre sans fond. Elle a une tête de cheval. Elle parlait et dansait certains jours. Les fées y dansaient et les habitants certaines nuits. Encore aujourd'hui, les habitants se font un honneur de chevaucher la pierre. Pourrait-on dire la jument ou la mule? Car un souterrain la relie au mont Rôti, de l'autre côté de l'Alus, où une mule transporte des sacs d'or. En pré-indo-européen, Ur, or, c'est l'eau. Les monts d'or sont des mots des sources. Sous la pierre, un cours d'eau souterrain va à l'Alus. Un personnage important se dessine, le veau de Bézieux. La mule de Bavelincourt sont des expressions de la grande reine, la grande jument, qui transportait les âmes des morts dans l'au-delà, à la dernière moisson, fonction reprise par Notre-Dame. À Beaucourt, pour se protéger du diable, une jeune fille lui donna une botte de paille liée. Un homme qui avait rendu service à Dieu put se débarrasser de 3 démons. Il en immobilisa un dans un fauteuil, un dans un sac, un sur un poirier. Le plateau balayé par le vent garde le souvenir du galop hurlant des Templiers, poursuivis en chasse infernale par les fantômes des jeunes filles qu'ils violentèrent et qui se noyèrent de désespoir dans l'Alus. Le couvent de Templiers compta un moine juste, le frère Jean. Entendant dans le bois du Mont-Rôti un pinson qui sifflait merveilleusement, il demanda à Dieu de rester l'écouter. À son réveil, 2 siècles après, les Templiers avaient disparu. Pour se rendre à la pierre d'Obliquant, à la sortie de Bavelincourt, on monte au cimetière. Un petit peu au-delà du bois, il faut attendre que le champ soit moissonné, puisque sinon on ne va rien voir et on ne peut pas accéder, se trouve un petit peu à l'intérieur la pierre d'Obliquant. Fréchancourt et les puits tournants s'en font. Une falaise, la Falise, surplombe le marais. Les sources n'ont pas la place pour sortir en pente douce. Elles sont forcées de sortir par-dessous. On voit, sous le rue, ces trous bleus clairs. Une autre version en fait des entailles d'extraction de tourbe, servant de combustible. La grande abîme, 25 mètres de profondeur, est comme un gosier de Gargantua. Un carrosse entier aurait sombré avec ses passagères. Même de nos jours, une voiture aurait été happée
avec tous ses passagers, loin pourtant de tout chemin carrossable. C'est cela une légende. Un lieu attire l'imagination, et puis cela fonctionne. Cela attire l'attention sur le danger, bien réel. Des plongeurs auraient réellement tenté de percer le mystère, sans pouvoir revenir. Pour se rendre au puits tournant, du centre de Fréchancourt, un petit chemin balisé mène le long des différents endroits que l'on peut voir matérialisés sur cette carte. Saint-Gratien, tumulus du géant. Les légendes de géants disparaissent aux approches du village pour céder la place à ce saint. Le point haut du village présente un calvaire entouré de noisetiers sur un tumulus. Saint-Gratien, berger et martyr, décapité en 303, relève du cycle légendaire de Richti-Ovard. Avant de mourir sur le tumulus, il ficha son bâton de coudrier qui prit racine et donna des noisettes rouges dès le lendemain. Chaque année, les noisettes du 23 octobre, fête du saint, étaient plus grosses et plus allongées. Leur intérieur rouge rappelait le sang du martyr et les feuilles guérissaient les malades. Le 23 octobre est proche du 1er novembre, la Toussaint, jour de Samin, où les morts sortaient des tertres. En réalité, c'est le sang de tous les martyrs, des héros enterrés sous le tumulus qui remonte du sol. Un incendie détruisit le noisetier et la vieille église élevée sur le tombeau du saint. De nouveaux noisetiers ont toujours l'intérieur rouge. Les ancêtres sont toujours là. À proximité, une statue de bois réinterprète le saint. Dans l'église moderne, le reliquaire est devant l'autel. On voit aussi la bannière de procession, la statue du saint et les vitraux racontant sa vie. À gauche, le tumulus. À droite, la statue. Les Picards, héritiers du peuple italique des Belges. Ribemont-sur-Ancre est un site datant de l'invasion belge, entre -280 et -260. Il fut remplacé, mais vers -25, par un sanctuaire gallo-romain. Les fossés de l'enclos sacré contenaient des restes de centaines d'ennemis, ceux du camp vainqueur étant exposés. Que sont les Belges ? Avant leur celtisation, ils parlaient une autre langue. Bernard Sergent, Les Indo-Européens, Payot, 1995, page 84, explique qu'ils sont un rameau italique. Celtes et Italiques habitaient la cuvette des Carpates. Les seconds, plus au nord, se sont mis en mouvement les premiers vers l'Italie. Puis les Celtes se sont dirigés sur la Bohême et l'Allemagne du Sud. Il restait un peuple italique au nord, que les Celtes ne laissèrent pas passer. Ils cheminèrent au nord. Des toponymes en attestent, de l'Aisne à la Vézeur. Apa, O, suffixe CI et ST, peuple Pémani, Ménapi, Sunuki, etc. L'origine italique des Belges explique le caractère accueillant et les fêtes exubérantes, presque méridionales des Hauts-de-France. La mythologie, étude des mythes et des légendes, étudie l'imaginaire accroché aux lieux. Géants, divinités, héros, pierres, sources, arbres, monts, souterrains. Beaucoup apparaît dès le Mésolithique. Camps semi-sédentaires, cueillettes, petits gibiers, chasse à l'arc, art rupestre de plein air. Et on en garde, garde la trace dans des repères visuels, par exemple des buttes qui se voient de loin, le chêne Saint-Jean. Pour prendre une perspective plus générale, voici la carte extraite du guide du pays Picard 2003, qui part du nord d'Amiens, la région qu'on a décrite aujourd'hui, et puis qui s'en va jusqu'au sud. Les croppe-marques ou danses des fées. On a vu les fées où les sorcières dansaient à Thièvres, Auty, Toutencourt, Obliquant. Elles étaient à Aubigny, à la ronde des fées, légende de Rose d'Aubigny, connue pour jeter des poux et distribuer de l'argent à ses compagnes de sabbat. Idem à Lompré-les-Amiens, au camp de la danse. Les prospections aériennes de Roger Agache dans les années 1950-1960 ont détecté 8 croppe-marques, ronds de céréales,
au chant de la danse, au chant pendu, à la croix savoyard, aux pommettes, etc. L'estuaire de larmes du géant de Corbie. La falaise de la Barrette abritait un géant, vêtu d'écorce de tilleul. Sa barbe et sa chevelure étaient entremêlées d'ormeaux et de houx. À sa voix, les roseaux bruissaient. À son corps, bêtes et fleurs s'animaient. S'il soufflait fort, les pierres roulaient de la montagne. Il fit apparaître des enfants pour qu'ils profitent de cette nature. Ils devinrent méchants en grandissant. Alors le géant pleura. Ses larmes inondèrent la plaine, au confluent de l'Alu, de l'Ancre et de la Somme, formant un vaste estuaire où périrent ses créatures. Alors il s'endormit. Des survivants, voulant voler son corps, calé sous sa tête, ne purent que le trouer. Un vent terrible en sortit. Le géant dort toujours.